Nous espérons que vous avez eu un bon dîner. Avec cette courte vidéo, nous lançons la deuxième partie de notre session d'après-midi. Nous allons donc nous tourner vers M. Tim Curtis, qui est secrétaire de la Convention pour la sauvegarde du PCI. Nous aurons aussi Ralph Regenavanu, ministre de l'Adaptation au changement climatique et de la météorologie pour Vanuatu, Han Kyung-yu, secrétaire général Commission nationale coréenne pour l'UNESCO, Karima Benoon, ancienne rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits culturels et auteur du rapport sur la culture, le changement climatique et les droits culturels, ainsi que Hindu Umaru, co-présidente du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique. Bonjour tout le monde, vos excellences, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord regarder la vidéo. Donc, si vous pourriez présenter les panélistes. Oui, il me semble que nous avons eu quelques difficultés techniques. Donc, peut-être d'abord, on va présenter les membres du panel. Vos excellences, mesdames et messieurs, chers membres du panel, participants, bonjour et bienvenue à la deuxième session de cette célébration importante sur le patrimoine vivant et le monde naturel. J'espère que vous avez eu un bon dîner. Après les riches discussions de ce matin, je m'appelle Tim Curtis et je suis secrétaire de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Je suis très heureux d'être parmi vous avec ce panel excellent qui parlera d'un thème très important, d'un élément très important, c'est-à-dire la protection du patrimoine culturel immatériel. Nous sommes 3 sur scène, mais si j'ai bien compris, il y aura 3 panélistes qui participeront en ligne. J'espère que nous allons les voir à l'écran. Le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour l'avenir, non seulement de la Convention. Donc voici nos panélistes en ligne. Je vais vous les présenter sous peu. Le thème d'aujourd'hui est très important et pour l'ensemble de la planète. Nos modes de vie sont menacés par les changements de l'environnement qui nous entoure. À chaque jour, nous entendons parler de l'élévation du niveau de la mer, des inondations, l'aggravation des incendies de forêt qui déplacent des populations et qui détruisent les endroits nécessaires pour que ces gens puissent transmettre leur patrimoine vivant. En même temps, le patrimoine vivant comprend des savoir environnemental qui a été transféré d'une génération à l'autre. Et donc, ces pratiques seront peut-être des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face en ce moment en raison de notre relation dysfonctionnelle avec le monde naturel. Et donc, le PCI va nous permettre de rétablir notre relation avec la nature. Et nous voyons vraiment beaucoup d'exemples dans la liste du patrimoine vivant qui nous permettent de transmettre des valeurs de respect, de garde, de connectivité à l'égard de la nature. Comprendre et valoriser ces différentes valeurs par la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel immatériel peut nous aider à réfléchir à de nouveaux moyens de construire une relation durable avec la planète, ainsi que de nouvelles façons de protéger de façon holistique la biodiversité du monde. L'objectif de ce panel est donc d'explorer certains des défis et des contributions du patrimoine vivant à la résolution des problèmes liés à la perte de biodiversité, au changement climatique et à la durabilité environnementale.
Et nous avons la chance d'entendre des perspectives et des expériences d'un panel pas mal impressionnant qui nous parlera de la façon de tirer profit du patrimoine vivant pour restaurer notre relation avec le monde naturel et pour développer des comportements plus responsables et durables pour notre avenir. Donc, la table ronde comprendra une question à nos 5 panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vais vous les présenter au fur et à mesure, mais avant de commencer, je crois que nous avons une courte vidéo de jeunes participants de Saint Kitts et Nevis qui va nous aider à lancer nos discussions. Pourrait-on avoir la vidéo, s'il vous plaît? Je m'appelle Otis Jeffers, je viens de Saint Kitts et Nevis. Saint Kitts est l'une des îles de Leeward dans cette région. Il y a de nombreuses années, les peuples autochtones Irawak habitaient ces îles et l'appelaient Kitawak, ce qui signifie terre fertile. L'agriculture était l'activité principale sur notre sol fertile avec ces eaux douces disponibles. Les forêts abondantes étaient un attrait pour les colons qui ont lourdement investi dans nos terres à travers la production de la canne à sucre. Aujourd'hui, l'agriculture est toujours une activité qui bénéficie à des milliers de citoyens, y compris moi-même. Je peux prédire que les prochaines 70 années vont voir notre sol devenir moins productif pour l'agriculture. De fait, l'agriculture moderne, intensive et l'utilisation de fertilisants et d'engrais chimiques et de pesticides va mener à la réduction des ressources en eau et renforcer le changement climatique. Les décisionnaires doivent nous aider à éduquer les générations futures en utilisant des techniques et des connaissances que nous connaissons déjà qui font partie de la communauté depuis des générations. Par exemple, les ruches, l'agroforesterie et d'autres techniques d'agriculture traditionnelles. C'était un message fort d'Otis Jeffers, je pense, et ça a vraiment couvert plusieurs questions dont nous allons parler aujourd'hui. Je pense alors, pour commencer, je voudrais commencer par présenter nos 5 panélistes distingués. J'ai l'honneur d'abord d'accueillir notre premier orateur, son Excellence M. Ralph Regenvan, qui nous rejoint en ligne depuis le Vanuatu. Monsieur Ralph Regenvan, vous êtes le ministre de l'Adaptation au changement climatique, de la météorologie et des risques géologiques, de l'énergie, de l'environnement et de la gestion des catastrophes de Vanuatu. Vous avez une grande expérience de la culture, y compris du patrimoine vivant. Vous avez été membre du Comité international de rédaction de la Convention de 2003 et du premier jury international du programme de la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Vous avez également joué un rôle important dans l'élaboration du Plan national de développement durable 2016-2030 de Vanuatu. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais vous demander d'abord, pourquoi pensez-vous qu'il est important d'intégrer le patrimoine culturel et matériel dans les plans nationaux de développement durable, en particulier pour l'adaptation au changement climatique, à la réduction de la biodiversité et l'atténuation des risques de catastrophes? Quels sont les défis à relever et comment pensez-vous que nous pouvons les relever? Merci, Tim. C'est vraiment un honneur d'être ici
de retour dans le contexte de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Comme vous l'avez dit, Tim, j'ai participé pendant 5 ans à la rédaction de cette convention de 1999 jusqu'à son adoption en 2003. Alors, c'est une convention qui m'est très chère et j'ai beaucoup apprécié le processus de développement et je peux maintenant, avec le recul de 20 ans, voir tous les progrès qui ont été accomplis. Et c'est un élément tout à fait critique de nos identités, le patrimoine en tant qu'humain habitant dans ce monde. Ce qui est important en matière de patrimoine culturel immatériel, c'est la façon dont nous, les humains, avons développé des protocoles, des modalités, des façons de vivre dans l'environnement que nous habitons. Chaque culture dans le monde évolue en relation avec son environnement. Et c'est pour cela que nos euh, cultures sont si différentes, que nous avons des façons différentes de conceptualiser le monde dans lequel nous vivons, comment nous voyons nos épistémologies et toutes les facettes de notre mode de vie, tout ce que ça signifie de vivre en tant qu'être humain social. Toutes ces interactions entre l'humain et l'environnement font partie de l'essence même du patrimoine culturel immatériel et donc il est essentiel de savoir comment habiter nos environnements. C'était un moment très décisif pour la communauté internationale en décembre dernier à Montréal, dans le contexte de la Convention sur la biodiversité. Nous avons mis en place le cadre pour la biodiversité qui reconnaît pour la première fois que la façon d'habiter son environnement a le plus fort impact, peut avoir le plus fort impact sur le fait de pouvoir habiter son environnement de façon durable. Ça a vraiment été une étape clé, selon moi, dans la compréhension internationale de ce qui est de mieux gérer notre environnement. Et le monde doit reconnaître que c'est la façon dont les gens gèrent eux-mêmes leur environnement, particulièrement on parle des peuples autochtones, qui est la meilleure façon de se faire. Et le patrimoine, bien sûr, dépend de la durabilité de ces environnements. Donc, nous voyons des changements du climat qui sont sans précédent et qui se produisent de plus en plus rapidement par rapport à ce que nous avons remarqué par le passé. Nous habitons ici dans les Vanuatu depuis des milliers d'années. Nous savons que nous sommes l'un des points chauds reconnus internationalement pour la biodiversité au point de vue biologique. Et c'est grâce à nos traditions et à nos connaissances de gestion traditionnelles qui ont été transmises de génération en génération pendant toutes ces années. Ça nous permet de prospérer dans notre environnement. Donc, il est de plus en plus important que nous puissions lier ces aspects du patrimoine culturel et matériel qui nous ont permis de survivre jusqu'ici pour nous adapter aux changements climatiques qui se présentent à nous. Le changement climatique, comme je l'ai dit, se déroule de façon sans précédent. Nous envoyons les changements de conditions météorologiques, l'augmentation du niveau de la mer, les changements dans le terme de ce que nous pouvons cultiver sur les terres agricoles, ce que nous ne pouvons plus cultiver, la présence des espèces de poissons dans nos eaux, notre capacité à prédire la météo et, et tous ces changements et nos pratiques agricoles, bien sûr, tournent aussi autour de
cette capacité à prédire la météo et nous devons adapter euh, nos savoirs autochtones pour pouvoir répondre à ces défis. J'ai fait partie d'un panel aligné sur les objectifs des Nations Unies pour les 50 prochaines années. Et dans notre approche, nous avons trois piliers. Un pilier économique, social et un pilier économique, un pilier social et un pilier environnemental. Nous reconnaissons ces trois éléments clés dans notre approche que nous essayons de développer en collaboration avec les autres pays. Et nous reconnaissons nos savoir-faire et connaissances autochtones comme la meilleure façon de, d'assurer notre résilience face à ces défis. Bien sûr, nous pouvons utiliser les dernières avancées scientifiques occidentales, mais nous devons aussi les utiliser conjointement avec les savoir-faire autochtones et les capacités autochtones à vivre dans l'environnement de façon durable. Nos contributions prévues aux accords de Paris sont sous-tendues par nos actions, nos recommandations en termes de patrimoine. Et c'est une approche que nous allons garder à l'avenir. Il est important que les jeunes enfants dans nos communautés puissent apprendre des aînés quelles sont les différentes espèces que l'on trouve dans l'environnement, les utilisations qu'elles ont pour nous. Ce sont des connaissances essentielles pour la survie, la vie de ces jeunes. Et sans l'expérience vécue avec la communauté au sein de l'environnement, nous nous dirigerions vers un avenir euh, qui ne nous permettrait pas de traiter la question du changement climatique. Donc, il est important de placer les patrimoines culturels et matériels au centre des expériences d'apprentissage de notre peuple. Merci, Tim, merci beaucoup. Oui, merci, Raph, merci d'avoir partagé ces idées extrêmement fortes, nous, en provenance du Vanuatu. Nous faisons face à des changements rapides et il est intéressant d'entendre votre perspective là-dessus, particulièrement en tant que ministre chargé du changement climatique, des questions de changement climatique et en lien avec votre travail là-dessus. J'aimerais maintenant me tourner vers une autre région du monde avec notre deuxième intervenante, Madame Hindou Maro. Madame Hindou Maro, vous nous rejoignez en ligne. Vous êtes coprésidente du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique et également un défenseur du développement durable au sein des Nations Unies. Vous êtes une dirigeante respectée de la communauté pastorale Mboro au Tchad et une partisane reconnue des efforts d'adaptation et d'atténuation des peuples autochtones contre le changement climatique. Vous êtes également présidente de l'Association des femmes et des peuples autochtones du Tchad, au sein de laquelle vous plaidez avec passion pour une participation accrue et pour l'intégration de la sagesse et des traditions des peuples autochtones dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Alors, Madame Omaru, j'aimerais vous demander pourquoi pensez-vous qu'il est essentiel de faire entendre la voix des peuples autochtones? Que pouvons-nous apprendre d'eux et de leur mode de vie en ce qui concerne notre relation avec la nature et la lutte contre la crise climatique qui est notre tâche à tous? Merci beaucoup, Tim. Bon après-midi à tous. Bon matin de chez moi. Il est très tôt ici. Alors, merci de m'avoir accueilli dans cette discussion importante et je regrette de ne pouvoir être présente parmi vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 20e anniversaire de cette convention
extrêmement importante. Nous en avons maintenant besoin plus que jamais. Comme vous le savez, comme vous l'avez entendu de son Excellence euh, en direct du Vanuatu, nous avons besoin des valeurs de ces conventions plus que jamais. Nos connaissances, nos traditions en tant que peuple autochtone sont extrêmement importants dans la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité. Nous, nous vivons en harmonie avec nos environnements. Nous savons comment conserver la nature et comment la protéger. Nous avons ces connaissances essentielles qui nous sont essentielles en tant que peuple autochtone, mais qui sont aussi essentielles pour unir nos forces au niveau mondial afin de combattre le changement climatique et promouvoir la biodiversité. Nous sommes également un point central pour la biodiversité dans le monde et c'est pour ça que nous tournons nos efforts spécifiquement vers cette cause. Nous pouvons trouver toutes les solutions pour l'adaptation, pour une foresterie durable, pour l'adaptation de la pêche dans nos façons traditionnelles de vivre. Nous essayons de rendre les sols plus fertiles et nous pouvons le faire malgré les impacts du changement climatique. Nous pouvons cultiver des aliments essentiels, y compris au cœur de la saison la plus sèche. Nous pouvons trouver des aliments dans l'eau douce, même si on se retrouve face, par exemple, à la montée des eaux dans le Pacifique. Notre façon de vivre est basée sur les 7 générations passées. Nous apprenons de ces générations et nous travaillons pour les 7 générations à venir. Donc, notre mode de vie est fondé sur une vision à très long terme. Vous ne trouverez pas les connaissances sur nos modes de vie traditionnels aujourd'hui sans la mémoire des aînés qui en sont les dépositaires. Ce n'est pas des connaissances qui sont écrites dans les livres, ce sont des connaissances qui sont transmises de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants. Ce sont des connaissances tout à fait essentielles pour le monde parce que nous savons tous que dans un monde moderne, si votre ordinateur tombe en panne ou que vous avez une coupure d'électricité, euh, vous vous retrouvez bien en panne. Mais les peuples autochtones, nous savons comment, pour faire une analogie, retrouver l'Internet dans cette situation. L'Amazone disparaît, c'est l'équivalent, la forêt amazonienne, c'est l'équivalent de milliers de livres et de supports d'apprentissage. Donc, il est important de valider les connaissances des peuples autochtones lors de ces conventions au sein des textes et également de euh, changer les choses. Les gouvernements détruisent nos ressources naturelles. Le monde fait face aux températures les plus élevées qu'il n'a jamais connues. Et il est aussi question de perte de nos connaissances, car lorsque nous perdons des espèces de la biodiversité, nous perdons des ressources et des connaissances. Nos connaissances sont si riches car nos environnements le sont. Donc, comment protéger toutes les espèces du monde et combattre le changement climatique? Bien sûr, au cours des récentes années, nous avons des progrès qui ont reconnu les contributions des peuples autochtones et qui les valorisent. Elle montre que les peuples autochtones s'efforcent de protéger la biodiversité. L'accord de Paris a reconnu la contribution des peuples autochtones et le rôle des peuples autochtones à ce titre. Il est devenu
une question pratique de protéger l'héritage des peuples autochtones, car il s'agit de nos connaissances, les connaissances de nos communautés. Il faut préserver ce patrimoine et protéger nos droits de propriété intellectuelle. Nous devons avoir des méthodes de collaboration en tant que partenaires au niveau international. Par exemple, je participe à des cartographies collaboratives. C'est une bonne façon de combiner les connaissances de nos communautés et l'utilisation des technologies modernes. Alors, comment refermer le cercle et faire valoir nos connaissances? Nous devons aussi protéger nos terres pour faire protéger nos droits pour pouvoir protéger nos terres et nos ressources. Parce que si nos droits ne sont pas protégés, alors qu'en est-il du reste? Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci infiniment. Et je pense que c'était des idées très importantes qui ont été soulevées. Et c'est aussi un moyen de souligner l'importance des différentes conventions culturelles qui se produisent en même temps. La préservation du patrimoine culturel immatériel va de pair avec la collaboration internationale et ce sont des perspectives très intéressantes. Nous accueillons ensuite notre prochaine panéliste et nous remercions d'avoir pris le temps de participer. Madame Karima Benounet, vous nous rejoignez en ligne. Vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université du Michigan. Vous êtes connu en tant qu'universitaire, expert des droits de l'homme et défenseur des droits de l'homme. Vous avez été aussi rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits culturels de 2015 à 2021. Vous, vous avez contribué aussi en tant experte pour la Cour pénale internationale dans une affaire de destruction délibérée et de site du patrimoine culturel au Mali. Vous avez enseigné un large éventail de cours universitaires et vos travaux ont été publiés dans plusieurs revues de renom. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je voudrais vous demander, lorsque vous étiez rapporteuse dans le domaine des droits culturels, vous avez préparé un rapport fascinant sur le changement climatique, la culture et les droits culturels. Alors, pourriez-vous nous parler de l'importance du patrimoine culturel et des droits culturels dans la lutte contre le changement climatique et quelles sont vos recommandations pour mettre en œuvre les droits culturels et sauvegarder le patrimoine vivant face à l'urgence climatique? Merci beaucoup pour ces questions. Salutations, Hong Yang-seo. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir être dans la belle ville de Séoul avec vous aujourd'hui, mais je suis très heureuse de pouvoir participer à distance en tant qu'ancienne rapporteuse en matière pour les Nations Unies en matière de droits culturels. Merci de m'avoir permis de participer à cette célébration du 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et il est presque 1 heure du matin chez moi, mais c'est un plaisir de rester encore éveillé pour participer à cet événement. Et de fait, nous devons rester réveillés lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique. J'ai toujours considéré la question du patrimoine comme une question de droit humain, de droit de la personne. Et je voulais m'assurer que cette question reçoit toute l'attention qu'elle mérite. C'est une question qui ne pourrait être plus essentielle dans des temps où si vous mettez un œuf sur
côté de la route, il va cuire telle est la chaleur. Et c'est seulement un prélude à ce qui s'ensuivra si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour contrer le changement climatique. J'espère que nous pourrons toutefois aborder notre sujet avec un esprit d'optimisme dans cette urgence. Un leader autochtone a dit: «Restons ensemble et restons unis euh, pendant que nous luttons pour l'esprit de cette terre et le sang de cette terre». Et ce sont des mots qui restent avec moi euh, lorsque je réfléchis à, à mon travail et à notre approche. Et je vais parler de mon rapport de 2016 à l'Assemblée générale, ainsi que mon autre rapport publié un peu plus tard. Il est disponible sur mon fil Twitter si vous souhaitez le consulter. Il est plus facile à retrouver de cette façon-là. Les, La lutte contre le changement climatique, à travers les recommandations de ces rapports, sont cruciales pour empêcher la perte de nos ressources culturelles, de notre patrimoine culturel. Nous devons nous poser la question de ce qui se passerait si cela arrivait. Le changement climatique est la plus grande menace que l'humanité ait connue et la plus grande menace mondiale à l'humanité, je dirais, même s'il y en a d'autres. C'est une question qui doit être traitée tout de suite. Les impacts négatifs du changement climatique sur la culture humaine doivent être positionnés en haut de l'agenda mondial. Et cela inclut notre patrimoine immatériel que nous devons placer au cœur de notre réponse à l'urgence climatique. Nous avons besoin d'une intégration complète des perspectives humaines, environnementales et économiques. Nous devons créer des canaux de communication et de coopération entre les décisionnaires et la société civile dans ces trois domaines: le changement climatique, le patrimoine immatériel et la les droits humains. Nous devons aussi utiliser ces rapports pour développer des ressources. Et je serai bref. D'abord, nous devons répondre à la menace que pose le changement climatique envers la culture. Nous perdrons des milliers de pratiques culturelles, de récits culturels, et ce sont aussi des modes de vie. Comme je l'ai dit dans mon rapport, l'impact du changement climatique est énorme, non seulement sur le patrimoine immatériel, mais aussi sur toute une variété de pratiques immatérielles, des traditions orales, des célébrations festives, et des relations avec la nature. Toutes ces choses sont sujettes au risque. Ces catégories se recoupent et les humains profitent de leurs droits de façon holistique. Ça veut dire que les effets du changement climatique sur nos vies doivent être mesurés de façon holistique. La capacité à vivre sur cette terre ancestrale, le gardiennage des terres, des territoires, la préservation des connaissances et des pratiques autochtones sont clés. Nous devons, de façon urgente, entreprendre la préservation de ces aspects que j'ai nommés. Comme je l'ai expliqué dans mon rapport sur le changement climatique et la culture, nous devons identifier les aspects culturels précis qui sont à risque, qui sont sujets à risque en raison du changement climatique. Nous devons mettre en place des approches de suivi.
La- les efforts préconisés à la Convention de 2003 sont certaines des pistes pour nous aider dans ce but. Nous devons concentrer sur les risques naturels liés au changement climatique et aider les détenteurs du patrimoine immatériel à participer à des programmes d'atténuation des risques et des catastrophes. Alors, j'espère que l'UNESCO et les États parties à la Convention vont pouvoir maximiser l'utilisation de la Convention, de ces orientations euh, euh, pour lutter contre le changement climatique et ses impacts qui sont déjà irréversibles. Et bien sûr, ces questions vont être débattues et nous continuerons à le faire. Le changement climatique impacte l'humanité dans sa globalité, mais il y a, je me dois le souligner, un impact disproportionné sur des populations qui vivent dans des environnements les plus vulnérables, comme les petites îles, ainsi que les peuples autochtones, les femmes et les jeunes. Je répète mon appel à l'Assemblée générale pour l'adoption d'un plan d'action global afin de sauver l'avenir de l'humanité et protéger les droits culturels du péril climatique. Enfin, je veux dire que même si les droits culturels et les ressources culturelles sont sujets à risque, ils doivent être tout de même mis à profit. Ils doivent être utilisés en tant que levier et avantage dans notre lutte. Alors, tous les efforts devraient être faits pour intégrer ces systèmes de connaissances traditionnels dans les plans de gestion de désastres. Comme le document de Séoul le dit, le patrimoine culturel peut nous aider à profiter des leçons apprises dans le passé pour ce qui est de gérer les changements climatiques et l'intégration de la nature et de la culture. Il peut faire la promotion d'une bonne réutilisation, d'une bonne utilisation dont nous avons besoin à un tel point aujourd'hui. Et je suis ravi de savoir que des efforts pour rendre ces efforts dans l'action climatique, on mène une campagne pour qu'il y ait une décision conjointe adoptée à COP28. Ceci a démarré une consultation d'un an par le UNFCCC qui, on espère, faire qu'en COP29, il y aura l'adoption d'un programme de travail sur l'action climatique basée sur la culture. Il faut tous qu'on appuie des efforts pour que ceci se produise et pour intégrer le patrimoine immatériel dans la Convention de 2003 dans ce travail. Et il n'y aura pas un meilleur résultat de notre célébration pour ce 20e anniversaire que si nous puissions réussir dans ce domaine. Je vais conclure en disant que nous savons que les droits culturels ont une valeur inhérente, mais on doit aussi reconnaître leur utilité fantastique dans notre lutte existentielle contre le changement climatique. Ceci signifie qu'il nous reste encore une autre raison pour protéger le patrimoine culturel et d'assurer les droits de la culture. Sans eux, nous sommes à un risque encore plus grand dans notre monde dont le climat change. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Benoud, aussi pour être resté réveillé si tard pour nous aider. Et merci pour avoir parlé de la question des droits de la personne, si importante dans tout ce dossier, mais aussi pour terminer avec espoir que, oui, nous avons cet instrument qui peut nous aider à mobiliser les ressources dont nous avons besoin. Alors, merci pour cela. Et maintenant, nous passons à notre prochain panéliste. C'est avec plaisir que je vous présente le Dr. Han Kyung-Koo Han. Je vais l'appeler Kyung-Koo si ça ne vous dérange pas. Vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale de la Corée pour l'UNESCO. J'ai enseigné l'anthropologie à l'Université nationale de Gangwon et été le doyen à l'Université Kookmin et à l'Université nationale de Séoul. Vous étiez un membre du comité pour la planification de la politique de la Fédération coréenne pour le mouvement environnemental, de même que le président
pardon, à la Commission présidentielle pour le développement durable. Alors, en tant que secrétaire général de la Commission nationale de Corée pour l'UNESCO, pouvez-vous nous nommer quelle synergie voyez-vous entre la Convention de 2003 et les autres programmes de l'UNESCO en relation avec les thèmes de la biodiversité et du changement climatique? 그래서 아주 중요한 질문을 주셨습니다. 좋은 문제 제기에 깊이 감사드립니다. Alors, merci pour l'excellente question. Merci pour avoir soulevé ce sujet si important. Bon, récemment, il y a beaucoup d'accent sur les approches transversales à propos de l'UNESCO. Je crois que c'est très encourageant. On avait beaucoup d'approches multisectorielles à l'UNESCO. Bon, l'éducation sur la culture, le patrimoine, beaucoup d'éléments sur le changement climatique et même la citoyenneté mondiale, l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il y a beaucoup d'accent qui est placé sur le patrimoine mondial, de même que le PCI ou le patrimoine culturel immatériel et le changement climatique et le développement durable. Et dans l'UNESCO, il y a d'excellents programmes scientifiques qui ont rapport avec la biodiversité et le changement climatique. Toutefois, il y a un manque de synergie avec les programmes sur le patrimoine culturel immatériel. Alors, il faut trouver les bonnes synergies pour avoir des bons programmes basés sur la science, parce qu'une grande partie du patrimoine culturel immatériel, dans le PCI, même si c'est des traditions humaines, ça a rapport aussi avec la nature. Alors, je pense qu'il faut trouver ces synergies avec des programmes de science. Alors, par exemple, il y a le Intergovernmental Hydrological Program. Bon, la Commission océanographique gouvernementale, ce sont deux commissions qui ont démarré dans les années 1960 et les programmes sont agrandis avec le temps et ils mettent beaucoup l'accent sur le développement durable pour réagir aux défis de nos temps. Je pense que ça rapporte avec l'ODD numéro 6 et l'ODD numéro 14, la vie maritime et la qualité de l'eau potable. Ça a rapport aussi avec les programmes de recherche naturelle et scientifique. Et récemment, le programme des géoparcs, ça aussi, ça a rapport avec la science, la culture et la science de la nature. Il y a un autre programme qui a été créé dans les années 70. Il va mettre l'accent sur les êtres humains. Alors, ça a rapport avec la relation entre les êtres humains et la nature. Et ceci a aussi un rapport avec le patrimoine culturel et matériel. Je pense qu'il y a aussi divers programmes avec les parcs géologiques qui sont à très grande échelle et ça a rapport avec la majesté de la nature. On pense que nous sommes si petits et humbles lorsqu'on est devant cette majestueuse nature. Bon, la Dame Nature qui crée le vent et les éclairs et les nuages. Depuis longtemps, on a adoré les forces de la nature. La nature était si grande et imprévisible, mais elle a toujours été présente. Nous étions impuissants devant la nature. Et si on essayait de repousser la nature, elle revenait toujours. On a essayé de regarder la nature de cette façon-là. On a essayé d'utiliser la nature et de la comprendre. Et lorsqu'on regarde les pratiques PCI, le patrimoine culturel immatériel, ils ont tenté d'utiliser la nature ou essayer d'utiliser les forces de la nature. Mais dans le passé, on s'est dit que la nature était toute puissante et qu'elle serait toujours là. Mais on ne peut plus s'attendre à ce que ça soit vrai parce que maintenant, après la révolution industrielle et le progrès accéléré à cause de la science et de la technologie dans nos industries, nous avons un équilibre très délicat avec la nature parce que la nature que nous connaissions a changé et il y a ce risque qu'elle pourrait être fondamentalement changée dans un instant. Ceci signifie que si on regarde les programmes de science à l'UNESCO, oui, la nature peut être majestueuse. Toutefois, les programmes de science de l'UNESCO continuent de souligner seulement ce point, la majesté de la nature. Les programmes de PCI, ou ICH en anglais, plusieurs ont rapport avec la nature, plusieurs ont rapport avec les changements dans les saisons, dans la nature, et on comprend que le changement climatique menace l'origine et le fondement du PCI, le patrimoine culturel et matériel. Les changements climatiques aussi ont changé la faune et la flore, les saisons et le climat qui sont reliés avec le patrimoine vivant, tels que nos pratiques, l'agriculture, de faire pousser
culture, bon, les rituels, plusieurs ont été bloqués à cause des changements climatiques. Alors, nous comprenons que, ultimement, si on regarde le PCI, nous voulons avoir un climat stable et la durabilité dans les ressources de la faune et de la flore. On comprend que le changement climatique a des menaces graves. Bien sûr, la communauté internationale a tenté de protéger nos ressources culturelles grâce à la Convention de 2003. Toutefois, le changement climatique a rendu ceci très difficile. À l'avenir, il pourrait y avoir des génocides culturels. Alors, il faut faire face à ces défis graves du changement climatique et il faut regarder en nous et trouver des façons de coexister. Bon, entre les êtres humains et la nature, il faut tous coexister. Et je pense que le PCI peut fournir une solution à cela. C'est pourquoi la convention du PCI devrait être intégrée avec les autres conventions de l'UNESCO. Alors, je vais faire 3 propositions. La première, c'est que les programmes de sciences de l'UNESCO devraient avoir une perspective culturelle plus active. Bon, en tant que secrétaire général de la Commission coréenne de l'UNESCO et aussi en tant qu'anthropologue culturel, je dirais qu'il y a plusieurs de ces programmes de sciences en océanographie de l'UNESCO, mais je pense qu'il n'y a pas assez de points de vue culturels dans les programmes de l'UNESCO de la science. Il doit y avoir plus de points de vue culturels dans ces programmes de sciences de l'UNESCO. Et deuxièmement, je propose qu'on inclue le point de vue du PCI, bon, le patrimoine culturel immatériel, dans les programmes qui ont rapport avec les droits de la personne et les droits des personnes humaines, contrairement aux autres programmes qui incorporent le mot « homme ». Il faut quand même mettre l'accent sur la nature et les écosystèmes. Alors, avec ces biosphères, il faut accroître la conscientisation des gens sur tout le patrimoine vivant. Ça, c'est certain, des propositions que je devrais faire. Et finalement, je pense qu'on doit on devrait faire une proposition que la Convention de 2003, bon, il y a un processus très important pour parler des points de vue les plus importants de l'UNESCO. Si on peut mettre la priorité sur les éléments de PCI qui sont étroitement connectés à la biodiversité et à la réaction au changement climatique, il y a peut-être plusieurs pays membres qui ont d'excellents éléments du patrimoine, mais qui n'ont peut-être pas assez d'expérience dans le processus d'inscription. Alors, on peut faire des ateliers peut-être une fois par année à ce sujet. Je pense que bâtir la capacité internationale grâce à la Commission internationale de l'UNESCO, ça, c'est des propositions que je vais faire et j'espère que nous pourrons identifier d'autres synergies dans ces programmes. Merci. Merci, Dr. Han. L'idée fascinante que vous nous offrez pour les synergies, c'est un thème qui revient avec tous nos panélistes jusqu'à maintenant, que nous devons penser à cette convention dans le cadre plus large de tous les dossiers, incluant les dossiers climatiques, et comment on peut se positionner pour gérer plusieurs autres processus. Alors, maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente le prochain panéliste, Gulnara, parce qu'on se connaît bien l'un et l'autre, mais c'est quand même le docteur Ait Paiva. Il a été très active pour cette convention de patrimoine culturel immatériel. Vous êtes directrice au Aigin Cultural Research Center, qui est une ONG accréditée selon la Convention 2003. Vous avez aussi représenté le Kyrgyzstan au Comité intergouvernemental sur le patrimoine culturel immatériel de 2012 à 2016 et été un expert dans son entité subsidiaire de 2013 à 2015. Et maintenant, vous êtes revenu pour un deuxième mandat dans l'entité d'évaluation l'année dernière. Votre recherche met l'accent sur les aspects même moins connus du patrimoine naturel et culturel du Kyrgyzstan en intégrant les épistémologies universitaires et populaires, et vous avez fait beaucoup de recherches sur les sites naturels sacrés. Alors, ma question pour vous, c'est comment est-ce que ces sites naturels sacrés ou ces sites sacrés peuvent encourager les relations avec la nature et contribuer à la conservation de la biodiversité et l'utilisation
durable, en particulier comment est-ce que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a rapport avec cette relation? Merci pour m'avoir présenté et je voudrais vous souhaiter un bon après-midi. D'abord, je suis très honoré et ému d'être parmi vous et de vous parler du PCI, le patrimoine culturel immatériel. Et la République de Corée est un pays impressionnant, un camp impressionnant de protection du patrimoine culturel immatériel. Et merci à ce pays, à ses représentants, pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel en Corée. Bon, maintenant, les questions. En se basant sur le cas du Kirghizistan, mais j'aimerais mentionner que durant les dernières années, plusieurs dossiers de plusieurs pays reliés aux sites sacrés, aux pratiques sacrées associées avec des sites sacrés ont été inscrits sur différentes listes de l'UNESCO. Alors, dans le cas du Kirghizistan, ça reflète l'expérience internationale. Bon, à propos de cette convention, lorsque ça a commencé, cette convention en 2003, notre organisation a commencé à faire des recherches sur les sites sacrés au Kirghizistan et à ce moment-là, on ne connaissait pas la convention de 2003. En tant que gardien, bon, les communautés avaient identifié et décrit plus de 100 sites sacrés qui sont situés partout au pays. Bon, j'ai la carte, là, mais je ne la vois pas derrière moi. Ce qui est important à propos de ces sites, c'est qu'ils incluent toutes sortes d'éléments naturels, comme des montagnes, des caves, des arbres, des lacs et des roches. Certains sites sont des structures artificielles, comme des monuments, des cimetières, qui s'intègrent dans l'environnement naturel selon des classifications qu'on a trouvées dans une des régions éloignées. Une grande majorité de ces sites sacrés appartiennent au Jesu, ou des sites de terre et d'eau. En d'autres mots, tous ces sites ont des gardiens spirituels, comme des arbres, des animaux, des oiseaux. Bon, un de mes collègues exprimait la formule suivante. Une chandelle blanche, une chandelle bleue. Elle a appris cette formule des anciens et cette formule transmet les anciennes connaissances à propos de l'individualité et de la signification de chaque site. L'idée de diversité, en incluant la biodiversité, est profondément enracinée dans la nature même des sites sacrés. En 2008 et 2010, nous avons fait une recherche sur 6 sites sacrés dans une province plus petite et les résultats de cette recherche révèlent que la différence entre la biodiversité des sites sacrés eux-mêmes et celle des régions avoisinantes est intégrée. Alors, c'est important de parler de la biodiversité et de dire que ce n'est pas un concept isolé dans ces communautés traditionnelles. Au contraire, c'est une partie intégrale du paradigme culturel. Ça a rapport avec les cultures, les pratiques culturelles, les croyances culturelles. Ces pratiques et ces croyances sont basées sur la philosophie de réciprocité. Ce site fournit la sécurité et le bien-être pour les êtres humains et les êtres humains, en retour, doivent protéger les sites. Cette croyance a rapport avec la faune et la flore des sites sacrés. Les gens du Kirghizistan s'occupent de la biodiversité grâce à des rituels qui ont rapport avec l'environnement naturel. Durant nos observations sur les lacs sacrés dans la région du Sud, nous avons vu des mécanismes de protection remarquables à cause d'un rituel. Il y avait un rituel qui visait à interdire la pêche excessive et ce rituel exemplifiait les approches locales de protection environnementale qui donnent des résultats. Et dans ces 3 années de recherche,
ils ont pu protéger plusieurs ressources naturelles. Maintenant, à propos de la question de pourquoi est-ce que la relation entre les êtres humains et la nature est si importante pour faire face aux défis d'aujourd'hui et comment est-ce que le patrimoine vivant peut être un vecteur pour les fortifier, c'est important de regarder la restauration des sites sacrés au Kyrgyzstan. Bon, cette protection des sites sacrés de notre pays sont produits en 2000, de 2000, de 1990 à 2000. Bon, ça a commencé avec l'Union soviétique en 1991. Alors, l'écrasement de l'Union soviétique a été un désastre terrible pour la plupart des citoyens, incluant les gens du Kyrgyzstan. C'était un temps d'incertitude et de reconception des espaces sociaux. Les gens avaient besoin d'espoir et de croyance. Les sites sacrés ont émergé comme étant des sites où l'espoir a été réallumé. Et ces relations entre les êtres humains et la nature offrent un appui vital pour les groupes ethniques dans ces nouveaux pays indépendants. Les sites sacrés ont fourni la résilience à ce peuple. Récemment, j'ai pu montrer comment les relations entre les hommes et la nature ont joué un rôle très important pour autonomiser les femmes au Kyrgyzstan et même participer dans un processus pour bâtir la nation. Les sites sacrés forment une partie importante de la contribution qui montre les pratiques, la connaissance et les idées qui s'étendent au-delà de la présence physique. Il y a un site sacré à Kabayi, proche de la capitale, et il y a une arche qui se plie mais ne casse pas. Cette croyance traditionnelle du peuple kyrgyzstan a un rapport avec l'espace et le temps. Et c'est très positif dans la langue du Kyrgyzstan. Les notions de transparence et de justice ont les mêmes racines dans notre langue. Et cette géographie sacrée est une façon de mobiliser le processus de construction de l'État kyrgyzstan. Alors, cette éducation et la sécurité enracinée dans les croyances traditionnelles, le patrimoine vivant représenté par les sites sacrés nous offre un aperçu important. C'est important pour la relation entre les êtres humains et la nature. Alors, les principes de justice et de responsabilité mutuelle et d'interconnexion résonnent profondément avec les peuples. Alors, c'est quelque chose qui nous permet de faire face aux défis afin de créer un avenir plus durable. Bon, maintenant, la Convention de 2003 devient encore plus importante pour les peuples locaux au Kyrgyzstan parce que c'est un document qui nous aide à protéger tout notre patrimoine et qui nous permet de faire face aux autres défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des aperçus fascinants, non seulement pour la relation entre la nature et les hommes et l'importance de ces sites sacrés au Kyrgyzstan, mais aussi le rôle qu'ils ont joué dans ce que vous avez décrit, les changements importants de politique dans l'autre dimension de ce patrimoine vivant. C'est important pour le bien-être des gens et la continuité. Bon, nous sommes un peu en retard, mais on a commencé un peu tard. Alors, surtout pour ceux qui sont en ligne, qui est tard pour vous, j'aimerais donner l'occasion à l'auditoire de poser quelques questions, 2 ou 3 questions. Si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à nos panélistes? Je vais prendre 2 ou 3 questions. Et on va vous demander de répondre très brièvement. Je ne sais pas. Si je ne vois pas les gens qui lèvent la main, je pourrais peut-être simplement conclure. Est-ce que... Oui, j'ai une main levée ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter lorsque vous poserez votre question? Et si votre question est pour un panéliste en particulier, veuillez nous le dire. Merci beaucoup.
pour m'avoir donné l'occasion de poser une question une fois de plus. Je suis Janet Blake. Je suis professeur des droits de la personne à l'Université à Téhéran et j'aimerais poser ma question particulièrement au professeur Karina Benanné. Ça a rapport avec ce dossier des synergies entre pas seulement des traités différents, mais des domaines différents de loi internationale. Et si oui, vous pensez que la Convention sur le patrimoine mondial, avec les 195 signataires, pourrait être utilisée plus par la communauté internationale pour faire appliquer des obligations pour protéger le climat, autant que d'inclure le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel en général dans la Convention. Mais est-ce qu'on devrait aussi penser à comment est-ce que la Convention sur le patrimoine mondial peut nous aider à protéger le climat? Merci. Bon, pardon, est-ce que nous avons nos panélistes? Oui, ils sont encore là? Oui. On a peu de temps, alors je vais demander de vous limiter à 1 minute ou 2. Je sais que c'est difficile, mais s'il vous plaît, professeur Benon, merci beaucoup pour cette question importante et j'espère que nous pourrons avoir une conversation à continuer à ce sujet. Oui, il faut chercher toutes les ressources que nous pouvons prendre et il faut penser holistiquement pour toutes les lois internationales, autant dans le domaine du patrimoine culturel et aussi dans le domaine des droits culturels, protection des droits culturels et les traités sur les droits de la personne. Et c'est pourquoi j'ai suggéré en particulier la possibilité d'utiliser ce critère 5 relié à la Convention sur le patrimoine mondial. Je pense que c'est une avenue qui doit être explorée plus avant. Et je dirais aussi, dans le domaine des droits de la personne, je ne pense pas qu'on en a fait assez pour ce qui est de rappeler aux États qu'ils ont des obligations juridiques pour protéger la culture, les droits de la culture et le droit humain d'avoir accès et de profiter du patrimoine culturel, incluant le patrimoine culturel immatériel. Alors, je pense que ça a rapport avec cette intégration de regrouper les normes sur le patrimoine que nous avons, les normes que nous avons sur l'environnement et les normes sur l'environnement utilisées de façon intersectionnelle. Mais j'en ai beaucoup plus à dire, mais je vais arrêter ici. D'accord, alors merci. Alors, puisque je ne vois pas d'autres questions, peut-être que, est-ce que d'autres panélistes à nous voudriez faire des derniers commentaires? Ou peut-être que on n'entend plus. Oui, merci beaucoup, Tim. Je voulais juste dire que nous ne pouvons pas parler de la protection de la culture sans protéger les droits des communautés autochtones. Alors, nos droits à notre territoire, à nos ressources, doivent être protégés afin de pouvoir cultiver notre identité, notre connaissance traditionnelle et notre culture. Et ça doit être mis dans ces conventions, ces instruments juridiques. Autant pour les négociations de la biodiversité et les autres, on ne peut pas s'en occuper sans les relier à ces droits. Merci. Merci une fois de plus pour avoir été avec nous. Ralph, M. Regan-Bano, est-ce que votre connexion est encore bonne? Oui, non? Peut-être, Dr. Han, vous voudriez dire quelques derniers mots? Je pense que j'ai été trop critique des programmes scientifiques de l'UNESCO, mais je devrais quand même dire que lorsqu'on parle de l'éducation et de la culture, il y a beaucoup de synergies qui existent entre les deux. Et il y a plusieurs pratiques exemplaires que nous pouvons examiner, surtout dans la dernière Assemblée générale. Bon, l'éducation pour le rapport de l'éducation pour l'avenir, si on le regarde, on voit que l'éducation est quelque chose, une approche pour toute la société nécessaire, l'apprentissage pour toute la vie. On mentionne souvent ces sujets. Et je pense que tous, ils ont rapport avec la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Il y a beaucoup de possibilités de synergie entre les deux. Et aussi le réseau des villes créatives et
Je pense aussi que ça pourrait maximiser le potentiel des synergies entre les deux. Merci. Merci, Teal. La synergie et l'approche holistique existent dans plusieurs systèmes traditionnels et le développement de la convention pourrait être fait en prenant plus en considération ces systèmes. Merci pour votre attention. Et merci, je ne vais pas résumer ce qui a été dit. On a eu des messages très forts sur l'importance du patrimoine vivant nous permettant de faire face à ces difficultés, le changement climatique, la détérioration environnementale, la crise de la biodiversité. Et cela s'applique à certaines populations, mais aussi de façon globale à tout le monde pour ce qui est de notre capacité de refaçonner notre relation avec le monde naturel. On a entendu parler de différents programmes en cours et la Convention va devoir en être au courant et peut-être au-delà des conventions culturelles. Il faudrait étudier les conventions environnementales, les programmes environnementaux. Cela dit, merci à tous les panélistes. Désolé, professeur Benoun, vous avez répondu à une question. Est-ce que vous voulez prononcer quelques dernières remarques? Très rapidement, je voudrais dire, veuillez regarder mon rapport de 2020. Il me semble que j'ai répondu à la question du professeur Blake de façon très détaillée dans ce rapport. Et pensons à la façon d'interpréter les conventions patrimoniales pour tenir compte des droits de la personne. On ne le fait pas assez souvent. On oublie les droits de la personne en ayant ces discussions. Et c'est essentiel pour que les gens puissent comprendre l'importance du patrimoine. On ne peut pas se prévaloir des droits de la personne, la liberté de religion, les droits économiques sans la protection du patrimoine. Donc, rappelons-nous des droits de la personne en pensant à ces enjeux. Merci de votre attention et j'espère que j'ai été logique à cette heure. Oui, il me semble que ce que vous avez dit a été très logique. Et nous voyons donc l'importance de l'intersection entre ces différents concepts. Donc, nous allons clore ce panel. Merci à tous les membres du panel de votre participation. Et nous allons donc passer au prochain panel. Et il me semble que nous allons parler de beaucoup de ces idées lors de l'élaboration de la version finale de la vision de Séoul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous pouvons permettre aux êtres humains d'avoir accès à la nature et nous allons donc tirer profit du PCI afin de mettre en place des changements pour avantager toute la planète. Nous allons prendre une courte pause. La Fondation du patrimoine coréen a une exposition dans le hall et nous avons une autre exposition inspirée par la technologie coréenne et nous vous invitons de vous y rendre. Donc, nous aurons notre pause et ensuite nous aurons notre dernière session sur le patrimoine vivant et éducation de qualité.